Reprise de débat. Dans la députée de Montcalm. Merci, Monsieur le Président. Naturellement, nous allons appuyer ce projet de loi parce que l'intention est louable et qu'au NPD, nous appuyons le secteur caritatif. Mais laissez-moi tout de même vous dire que leur discours porte à confusion. D'une part, ils prétendent appuyer les organismes de bienfaisance, mais par contre, de l'autre part, ils coupent leur financement et s'attaquent continuellement aux organismes de ce secteur. Tout porte à croire que l'approche du gouvernement à l'égard du secteur caritatif est de transférer progressivement ses responsabilités envers les citoyens vers le secteur privé. Je tiens à rappeler au gouvernement que les services publics essentiels font partie de ses responsabilités et doivent le rester. Maintenant, je vais expliquer naturellement quelles sont les deux composantes principales de ce projet de loi. Premièrement, il s'agit de modifier la loi de l'impôt sur le revenu afin de prolonger de 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition la période éligible pour un crédit d'impôt pour les dons aux organismes de bienfaisance pour cette même année d'imposition. Deuxièmement, d'instituer une semaine nationale des organismes de bienfaisance sur la dernière semaine de février. Nous appuyons ce projet de loi afin de le faire avancer à l'étape du comité. En comité, nous tenterons d'y apporter les changements nécessaires pour en faire un projet de loi qui est à la fois responsable financièrement et qui répond aux besoins des travailleurs canadiens. Pour l'instant, les estimations des coûts financiers sont basées seulement sur des hypothèses concernant la réaction des gens par rapport à la prolongation du délai pour demander un crédit d'impôt. Ça me semble insuffisant puisque j'ai l'impression qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Le comité des finances doit avoir une idée plus précise du coût d'une telle mesure et que cette dernière soit une réponse adéquate aux problèmes auxquels font face les organismes de ce secteur. Nous n'avons aussi rien qui puisse nous indiquer que le fait d'avoir une semaine de la bienfaisance en février serait réellement bénéfique pour ce secteur. Plusieurs organismes de bienfaisance ont aussi fait part d'un certain nombre de préoccupations qui étaient pour la plupart d'ordre administratif. Ils ont justement l'intention de soulever ces problèmes une fois que le projet de loi aura atteint l'étape du comité. Ils sont aussi d'avis que le projet de loi pourrait peut-être faire partie de la solution aux difficultés de ce secteur, mais n'est certainement pas la solution. Donc oui, les efforts visant à accroître les dons charitables sont louables et nous les appuyons, mais nous devons aussi nous assurer qu'il y ait une analyse profonde de l'impact sur les recettes fédérales, sur le total des dons et sur leur distribution. Toutefois, je voudrais profiter de cette occasion afin de parler de quelques-uns des aspects les plus fondamentaux de ce projet de loi et aussi du système fiscal canadien. Bien que les œuvres de bienfaisance sont importantes, l'action du gouvernement l'est tout aussi. Beaucoup d'églises et d'autres refuges pour les sans-abri gérés par le secteur privé empêchent les gens de mourir de froid dans les rues, mais les gouvernements ici et ailleurs dans le monde ont trouvé que la seule solution à long terme se trouve dans les logements abordables. Les centres de recherche sur le cancer peuvent relever de la gestion du privé, mais certaines des meilleures recherches viennent d'universités et d'hôpitaux financés par les fonds publics. Oui, il est important de s'assurer que les organismes de bienfaisance peuvent continuer à fonctionner, mais quand un gouvernement abandonne ses responsabilités à l'égard des groupes vulnérables en déléguant ses responsabilités au secteur caritatif, les dégâts peuvent être importants. Ceux qui comptent sur les systèmes que le gouvernement met en place ne trouvent pas l'alternative offerte par le secteur privé du premier coup. Or, quand le gouvernement se comporte de la sorte, les dommages ne sont pas ressentis seulement par ceux qui sont directement touchés par l'aide gouvernementale, mais par les collectivités en entier. D'autre part, le fait de tenter de faire fonctionner la législation par l'intermédiaire du système fiscal peut mener à l'abandon des moins nantis. Souvent, les exemptions fiscales spéciales que le gouvernement accorde aux citoyens vont seulement à ceux qui sont bien à l'aise. Cela ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas besoin, loin de là, et nous devons travailler à réduire le coût de la vie de tous les citoyens. Toutefois, disons seulement qu'une mère monoparentale vivant avec 3 enfants et gagnant 23 000 $ par année a plus besoin d'aide qu'une famille de 2 personnes gagnant 50 000 $ chacun. Jusqu'à présent, ce gouvernement a choisi d'abandonner cette mère de famille monoparentale. En 2009, 33,4 % des Canadiens n'ont pas payé d'impôts. Par conséquent, ils n'ont pas pu bénéficier de ces nombreuses tentatives du gouvernement de légiférer par le biais des impôts,
Alors que les critiques vont les considérer comme chanceux, il s'agit en fait de personnes âgées qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ce sont des étudiants qui ne peuvent avoir des repas équilibrés parce qu'il ne leur reste pas assez d'argent après avoir payé leurs livres et leurs frais de scolarité. Ce sont des moins nantis qui travaillent pourtant, mais qui sont au salaire minimum ou parfois même moins s'ils travaillent dans le secteur de services. S'ils ont des enfants, le coût de ce qu'ils doivent débourser va doubler ou tripler. Les allègements fiscaux que promet le gouvernement ne leur offrent en réalité que la promesse de moins de ressources de ce gouvernement. Dans bien des cas, les moins nantis ne sont pas informés des allègements fiscaux offerts par le gouvernement et bien évidemment, ils n'iront pas voir un comptable pour faire leur déclaration d'impôts. C'est simple à comprendre. Même s'ils payent des impôts et ont le droit à des exemptions, ces personnes n'ont souvent pas les connaissances et l'expertise pour en prendre tous les avantages. Certains diront que ces personnes devraient simplement avoir recours au service de comptable, mais si on revient à la mère monoparentale que je parlais plus tôt, qui a 3 enfants et qui a la possibilité d'épargner 60 $ et de faire elle-même ses impôts ou dépenser cette somme pour l'épicerie pour ses enfants, nous savons tous quel choix elle fera sans aucune hésitation. Mais soyons réalistes, ce gouvernement a eu recours à des exemptions fiscales ciblées pour consolider ses mêmes appuis dans des circonscriptions à travers le pays. Il l'a fait sans penser à ceux qui en ont le plus de besoin et encore moins en passant à l'équilibre budgétaire du pays. On assiste donc à une autre année marquée par un autre déficit, une autre ronde de compression dans les programmes sociaux, à l'emploi et aux prestations d'assurance-emploi. D'autre part, ce qu'on a la fâcheuse habitude d'observer avec ce gouvernement, c'est que d'un côté, ils prétendent aider les organismes de charité et de l'autre, ils coupent leur financement et attaquent les organismes qui défendent des positions allant à l'encontre des politiques du gouvernement. On a juste à penser au cas de droit et démocratie où le gouvernement a décidé de mettre fin au jour de cet organisme non gouvernemental de défense des droits qui avait acquis une envergure et une réputation internationale depuis sa création en 1988. Mais les conservateurs ont fait de l'ingérence politique en nommant au sein de l'organisation des gens qui défendaient leur idéologie. Ce sont des dizaines de fonctionnaires qui avaient dénoncé à l'époque l'ingérence politique des conservateurs. Donc, voilà comment procède le gouvernement. Lorsqu'un organisme va à l'encontre de son idéologie, on lui coupe les vivres tout simplement. Quand on ne cible pas des organismes en particulier, on décide de couper de manière générale dans l'aide au développement international, comme le gouvernement l'a fait lors du dernier budget. Par conséquent, oui, nous appuyons le secteur caritatif, mais nous déplorons le manque de vision à long terme du gouvernement conservateur concernant ce secteur caritatif. Ce qu'il faut, c'est la construction d'une politique globale, cohérente et sur le long terme pour ce secteur. S'attendre à ce que le secteur caritatif devienne une solution rechange pour les services gouvernementaux essentiels est tout à fait aberrant. Les organismes œuvrant dans ce secteur ne doivent pas remplacer le gouvernement dans les offres de services à nos concitoyens. Et si c'est le cas, c'est très inquiétant et de très mauvais augure pour le pays. Si l'on veut éviter une explosion de demandes des services caritatifs, le gouvernement n'a qu'à faire son travail qui consiste à maintenir et investir dans les programmes sociaux. Donc, oui, nous appuierons ce projet de loi à la deuxième lecture pour qu'il soit étudié de plus près en comité. Il est important d'appuyer le secteur caritatif au Canada dans une vision à long terme et sans perdre de vue les responsabilités du gouvernement à l'égard de ses concitoyens. Merci.